Bonjour à toutes et à tous. On va attendre juste une petite seconde que les dernières personnes qui arrivent s'installent. Super. Et on va attaquer pour l'atelier de ce matin donc sur le thème du pourquoi et du comment de l'intégration de l'intelligence artificielle en entreprise. Je vous remercie toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Adrien Dedaigne, je suis conseiller numérique à la Chambre de métiers de l'artisanat de Bretagne, référent régional donc, sur les thèmes de l'IA, de la cybersécurité et du numérique durable. Donc, c'est moi aujourd'hui qui vais animer avec vous ce matin. Au niveau du programme, donc, on va avoir une petite partie d'intro. J'insisterai sur les parties d'évaluation du besoin, les parties de mise en pratique. On aura une petite partie de conclusion et à la fin un temps d'échange. Donc, si vous avez des questions, je vous encourage plutôt à les garder pour la fin, sachant qu'on va avoir un timing assez serré ce matin. Donc, avant toute chose, je vous propose qu'on définisse un petit peu ce qu'est l'intelligence artificielle. Vous avez plein de définitions. J'ai choisi de garder celle du Parlement européen. Donc, il va nous dire que l'intelligence artificielle représente tout outil utilisé par une machine afin de produire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Mais dès le début, on voit bien que ça insiste sur le concept d'outil. Le concept d'outil, le concept de reproduction, et non pas sur le concept de production en fait ex nihilo. Disons qu'aujourd'hui, vous avez en fait deux grandes catégories d'intelligence artificielle. Vous allez avoir les intelligences artificielles faibles et les intelligences artificielles fortes. Je passe très vite sur le sujet. Disons qu'actuellement, des intelligences artificielles fortes, il n'y en a pas. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence artificielle faible, donc qui ne vont pas en fait être des intelligences artificielles dites autonomes. Ça, on n'y est pas encore. On verra peut-être d'ici quelques années, quelques dizaines d'années. C'est difficile de prédire. Moi, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, en fait, ça va être d'intelligence artificielle générative, qui est un type d'intelligence artificielle, qui va être capable, en fait, de créer des contenus plus ou moins originaux, tels que du texte, de l'image, de la vidéo, du son. C'est ce que vous avez déjà probablement toutes et tous eu l'occasion de tester un petit peu de votre côté. C'est ce que vous voyez au quotidien et c'est ce dont vous entendez le plus parler. Ce sont les IA qui s'approchent le moins d'usages métiers et c'est celles qui sont actuellement les plus courantes. Et on va voir comment faire pour justement aller vers des usages métiers avec de l'intelligence artificielle générative. Et donc l'idée, c'est que ces IA répondent aux requêtes en fait, d'un utilisateur. Ce que je vous propose en fait pour démarrer, pour ceux qui ont un smartphone, je suppose que c'est le cas de tout le monde, ça va être de scanner ce petit QR code là et de commencer par un petit quiz. Donc vous allez arriver sur une page où vous avez différentes photos. L'idée est de dire pour chaque photo si vous pensez que celle-ci est vraie ou si celle-ci a été faite par une intelligence artificielle. Donc allez-y, hein, prenez quelques minutes. Alors, on commence à avoir pas mal de réponses. Dans l'ensemble, vous vous êtes fait avoir quand même sur certaines. Je vais vous afficher les réponses. Donc, étonnamment, la première photo n'est pas une fausse photo, alors que la seconde, si. La seconde, la troisième, la cinquième, la sixième et bien entendu la dernière. En fait, ce qui auparavant pouvait encore nous tromper parce qu'on voyait des détails, on arrivait en fait à remarquer un certain nombre d'incohérences, un certain nombre d'aberrations à l'image, est en train de se réduire de plus en plus et on va
vraiment vers des résultats qui sont très difficiles à distinguer de vraies photos. Donc merci beaucoup pour votre participation déjà. Et je vous propose en fait donc d'enchaîner sur ce qui est aujourd'hui le plus couramment admis. Alors tout le monde ne va pas forcément bien voir, hein, malheureusement pour ceux qui sont au fond. Il y aura un replay et vous aurez peut-être, en fonction de l'organisateur, accès au support. Mais disons que j'ai choisi de commencer en fait par un sondage de la CCI MEDEF qui parle en fait un petit peu de la perception de l'usage de l'intelligence artificielle par les entrepreneurs aujourd'hui, en 2024, et avec en fait les usages qui sont perçus comme étant les plus intéressants pour ces entrepreneurs. Avec en premier le traitement des données, en deuxième l'automatisation des process et en troisième le recours à des chatbots virtuels. En quatrième, la génération de texte. Bon, je vais rester un petit peu sur ce top 4 là. Je parlerai un petit peu de génération de création visuelle. Et vous avez aussi la gestion de la relation client, de la prospection commerciale et de l'optimisation de campagnes publicitaires. Voilà un petit peu aujourd'hui la perception de beaucoup d'entrepreneurs en France de l'usage de l'IA. Avant en fait de se poser la question de l'usage de tel ou tel modèle d'intelligence artificielle, il faut déjà commencer à se poser la question de pourquoi s'en servir. Donc pourquoi l'intégrer en fait dans l'entreprise. Vous pouvez vous en servir pour améliorer votre organisation. Vous allez aussi beaucoup vous en servir pour limiter vos tâches chronophages. A priori, c'est un petit peu l'idée, hein. On voit beaucoup de cas d'usage avec ChatGPT qui permet de générer du texte en quantité. Ça permet de gagner du temps. On va développer un petit peu après. Ça permet aussi de se concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée. Parce qu'on ne va pas se le cacher, si votre boulot n'est pas écrivain public et que vous passez des heures et des heures à générer du texte, à créer du texte pour vos réseaux sociaux alors que ce n'est pas votre cœur de métier, vous n'êtes pas sur des tâches à haute valeur ajoutée. Il vaut mieux se reconcentrer sur votre cœur de métier, il vaut mieux retourner au contact de vos clients, il vaut mieux retourner dans votre atelier, par exemple dans le cas des publics que nous on accompagne, plutôt que d'être coincé derrière son ordi et essayer d'animer ses réseaux sociaux. Beaucoup de modèles d'IA actuellement peuvent permettre de faire ça. Ça permet aussi de s'acculturer au changement. C'est pas, en fait, vous allez beaucoup entendre hein, que parce qu'on est en plein boom de l'intelligence artificielle, il faut impérativement y aller. C'est un petit peu plus subtil que ça. Disons que dans tous les cas, il faut savoir ce qui se passe. Comme dans toute révolution technologique majeure, il ne faut pas rester de côté et il faut comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de ce qui est actuellement en cours afin de ne pas perdre d'éventuels avantages concurrentiels. Et en gros, hein, l'une des principales raisons d'intégrer l'IA aujourd'hui, ça va être d'augmenter son temps passé en production, d'augmenter son temps passé auprès de ses clients et donc de se concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée. Donc en premier lieu, avant de vous dire que j'ai besoin de ChatGPT pour créer du texte, il faut commencer par se poser la question de son besoin. Il faut d'abord identifier son problème, identifier son opportunité. C'est quelque chose aujourd'hui que vous allez a priori peu voir encore lorsqu'on va parler d'intelligence artificielle. Tout le monde va vous dire qu'il faut utiliser tel ou tel modèle, de la même façon qu'on va vous dire qu'il faut impérativement être sur les réseaux sociaux, il faut impérativement avoir un site internet pour améliorer la visibilité de votre entreprise. C'est vrai, et en même temps, tout dépend un petit peu de comment c'est mis en place. Donc, avant d'hésiter entre Claude et ChatGPT, par exemple, il faut identifier votre problème ou votre opportunité. J'ai parlé de tâches chronophages. Est-ce que vous passez trop de temps à faire des publications sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous passez trop de temps à faire de la relation client? Est-ce que vous passez trop de temps à répondre systématiquement aux mêmes questions? Ensuite, pourquoi choisir telle intelligence artificielle plutôt qu'une autre? Toutes ne se valent pas, toutes ont en fait une spécificité. Ce sont des outils. Donc, comme tout outil qui se respecte, ils ont des points forts, des points faibles et ne conviennent pas à tous les usages. Je parlais rapidement de ChatGPT. ChatGPT, par exemple, va avoir des réponses textuelles assez développées, mais aura toujours un côté un peu grandiloquent, un peu lourd, qui fait qu'il passera plus à côté des statistiques et des chiffres pour préférer produire du texte, et généralement du blabla. Si vous voulez, par exemple, plutôt vous concentrer sur de l'analyse de statistiques, par exemple, Copilot est plus indiqué. Ensuite, il va falloir définir des objectifs, mais aussi des résultats attendus. On peut être dans un cas de figure, vous allez juste payer une vingtaine d'euros par mois pour avoir une version pro de tel ou tel modèle. Dans ces cas-là, disons que les coûts ne sont pas les pires qui existent. Et en même temps, si vous passez sur de l'intégration plus poussée, j'en parlerai très rapidement tout à l'heure, si vous voulez, par exemple, intégrer de l'IA dans votre ERP ou dans votre CRM, ça va avoir un coût qui sera profondément différent. Avant de se lancer, il faut avoir en fait défini des objectifs et des résultats. Et donc l'idée à travers tout ça, ça va être de mesurer l'efficacité de l'intégration d'un modèle d'IA au sein de votre entreprise.
Et là, on n'est pas uniquement dans le fait, par exemple, d'utiliser ChatGPT pour poser des questions ou pour faire une publication Facebook. Donc, les problématiques en entreprise, j'en ai déjà parlé un petit peu, hein, mais ça peut être par exemple du temps trop long passé sur des factures, une gestion chronophage des réseaux sociaux, toujours les mêmes questions des clients. Vis-à-vis par exemple des publics qu'on accompagne nous à la Chambre des métiers de l'artisanat, ce sont généralement des thèmes récurrents. Et c'est ça en fait qui va éloigner les artisans de leur cœur de métier, éloigner les artisans de l'atelier, de leurs clients. Et c'est là où l'IA peut en fait ajouter une plus-value pour nos entreprises. Une fois en fait qu'on a bien défini son besoin, là on peut commencer à réfléchir à l'intégration. Et l'intégration, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose d'évident. Il faut se poser la question en fait de la confidentialité des données. Si vous êtes une petite structure avec unipersonnel, vous y serez moins confronté et en même temps, vous n'allez pas par exemple mettre de données personnelles identifiables dans ChatGPT, dans une version gratuite de ChatGPT, sachant que tout ce que vous mettez dans ce modèle va se retrouver en fait publiquement en ligne juste après. On a d'ailleurs des petits cas assez amusants d'entreprises qui vont utiliser des modèles gratuits de ChatGPT dans une même zone géographique. Si vous partagez des secrets professionnels sur ce modèle-là, au bout de 2 heures, les concurrents qui utilisent aussi le même modèle auront les mêmes informations. Le modèle se sera réentraîné sur ces informations-là. Voilà. Donc, il y a toute une question de confidentialité des données. Il y a aussi le fait d'anticiper les risques de distorsion des données. On voit, j'ai parlé d'aberration un petit peu au début, d'aberration dans le texte, d'aberration dans la création d'images. Tous les modèles ne sont pas fiables, toutes les versions ne sont pas fiables. Si vous vous appuyez en fait aveuglément sur un modèle, surtout gratuit par exemple, qui a une base de données qui est obsolète, vous aurez des résultats erronés. De la même façon, pour passer très rapidement sur le sujet, mais imaginons que votre logiciel de gestion de stock s'appuie sur les données de votre fournisseur. Si ces données sont erronées, si ces données sont corrompues, votre modèle d'IA qui analysera en fait, par exemple en temps réel vos capacités de stock, vos capacités d'envoi dans le cadre d'une entreprise qui fait par exemple de l'export, enverra des résultats corrompus. Donc là encore, il faut se poser la question avant. Il faut aussi considérer la conformité réglementaire. Je parlerai un tout petit peu de RGPD tout à l'heure. Il faut aussi donc considérer les risques managériaux et opérationnels. J'ai parlé un petit peu du fait de libérer des tâches chronophages. Beaucoup, par exemple, actuellement de postes, beaucoup de nos artisans qui sont, par exemple, secrétaires administratifs, se posent des questions sur l'avenir de leur travail. Si vous supprimez des tâches chronophages dans une logique productiviste et que vous faites passer votre secrétaire administrative à mi-temps ou que vous la licenciez parce que vous n'avez plus besoin d'elle, l'ambiance à la pause café va être différente. Et ça, il va falloir aussi l'expliquer auprès des équipes. Sinon, vous risquez en fait de provoquer des turnovers, de provoquer des burn-out. Vous risquez de démotiver vos équipes, ils risquent de partir. Simplement mettre de l'IA pour mettre de l'IA, c'est pas une bonne idée. Et il faut enfin considérer le coût de l'intégration. Soit c'est 20 € parce que vous payez la formule pro, entre parenthèses, de ChatGPT tous les mois, soit ça va vous coûter plusieurs milliers d'euros par mois parce que vous allez faire des intégrations plus complexes pour améliorer la gestion de vos stocks, pour améliorer votre CRM, pour dynamiser votre ERP. Donc la question à se poser, c'est quel niveau de soutien à la mise en œuvre? Est-ce qu'il va falloir, si vous êtes une entreprise de taille moyenne, engager quelqu'un? C'est des fonds supplémentaires. Est-ce qu'il va falloir mettre en formation des salariés? Je passe assez vite là-dessus, mais a priori oui, pour que tout le monde soit un petit peu au même niveau. Il faut se poser donc la question des ressources que vous allez allouer à l'intégration de l'IA. Et on a parlé un petit peu de retour sur investissement tout à l'heure. À partir du moment en fait où le gain va être supérieur à la dépense, là, ça se défend tout à fait d'intégrer l'IA pour de bonnes raisons. Donc, après vous avoir présenté un petit peu les choses comme ça, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe un petit peu à une mise en pratique, à des exemples, avec donc de l'intelligence artificielle générative. Et quel genre d'usage est-ce qu'on peut en avoir? J'en ai parlé un petit peu, mais ça pourrait être la création de nouveaux articles pour un blog, pour un site internet. Ça pourrait être la création de publications pour des réseaux sociaux. Ça peut aussi permettre d'extraire des informations d'un site internet, d'extraire des informations d'un document. Alors, il y a déjà plein de petits outils qui permettent par exemple d'extraire de l'info de sites internet pour les copier, pour faire un petit peu ce dont vous avez besoin avec. L'IA peut vous permettre d'être encore plus efficace pour le faire. Idem pour la création d'un document.
et de la synthèse de documents. Ça permet aussi éventuellement de répondre aux besoins des clients par le biais d'un chatbot externe. J'en ai parlé tout à l'heure, si on vous pose systématiquement les mêmes questions en permanence, si vous êtes obligé à chaque fois de prendre du temps derrière votre écran pour y répondre, même si c'est pour faire des copier-coller, ça vous prend du temps. Donc ça peut être intéressant d'installer un chatbot entraîné par exemple à partir des données de l'entreprise, qui a les réponses les plus couramment proposées aux questions les plus fréquentes de vos clients, et mettre ça par exemple sur votre site internet ou sur n'importe quelle appli que vous utilisez à côté. Ça permet aussi de répondre aux besoins des salariés. Vous pouvez aussi installer un chatbot interne qui permet de faire de la génération de contenu. Imaginons qu'un nouveau salarié arrive dans l'entreprise, il ne connaît pas les process, il n'a pas encore réussi à se situer dans les multiples drives qu'ont mis ses collègues en place à travers les années. Avoir une IA qui lui permettrait de naviguer facilement là-dedans, ça peut là encore faire gagner du temps. Copilot s'en sort très bien d'ailleurs pour ça vis-à-vis de la suite Office. Et donc, ça permet aussi de synthétiser et sélectionner la bonne information. Ça, ce sont des usages tout à fait crédibles d'intelligence artificielle. Alors, j'ai pas défini, j'ai indiqué l'acronyme LLM. LLM, c'est pour Large Language Model. C'est pour parler d'intelligence artificielle générative. Donc, ces modèles-là, ce que je vous propose, c'est qu'on en fasse un petit peu le tour, rapidement. Donc, aujourd'hui, vous avez tous entendu parler de ChatGPT, normalement. C'est le modèle qui est le plus visible, c'est le modèle qui est le plus utilisé, c'est celui qui s'en sort le mieux partout, dans le plus de situations. Après, c'est aussi le modèle qui, étant bon partout, n'est excellent nulle part. J'aurai l'occasion peut-être de développer un petit peu après. Donc, c'est un modèle états-unien géré par OpenAI, qui a été OpenAI fondé en 2015, avec un moteur GPT-4 qui est assez puissant, correct dans toutes les situations, c'est ce que j'ai dit. Par contre, et j'ai parlé un petit peu de confidentialité des données tout à l'heure, les données qui transitent sur ChatGPT sont stockées aux États-Unis et l'entreprise appartient à 49% à Microsoft. Donc là encore, imaginons que vous soyez engagé dans une démarche de RSE, il y a certaines choses qu'il va falloir éviter aussi avec des modèles d'intelligence artificielle. En tout cas, il sera intéressant d'en choisir plus certains que d'autres. Et j'en parlerai un petit peu plus sur la fin. Disons que avec ChatGPT, vous avez un autre modèle qui est le modèle de Copilot. Copilot, donc, qui est développé par Microsoft, qui s'appuie sur des résultats de ChatGPT 4 et qui est intégré à l'environnement Windows. Copilot est assez pratique parce qu'il vous permet d'y accéder directement depuis le menu de votre ordinateur. Vous permet d'y accéder depuis Edge. Vous pouvez l'avoir si vous avez les versions pro dans Teams, dans Outlook. Vous pouvez l'avoir absolument dans tout ce qui touche à la suite Microsoft. Donc la version pro est intéressante. Par contre, là encore, c'est un modèle qui va avoir des données stockées aux États-Unis et qui dépend directement de Microsoft. J'ai parlé très rapidement de Edge. Edge, par exemple, sur mobile, est la deuxième application d'IA la plus utilisée au monde. La première restant ChatGPT, autant sur ordinateur que sur mobile. Et en fait, Microsoft a réussi à s'installer progressivement dans la course à l'IA avec Copilot. Et j'ai indiqué sur le côté aussi un petit peu les capacités de ces différents modèles, qui sont les mêmes pour ChatGPT que pour Copilot, qui vont être de la création visuelle, de la génération de texte, de l'analyse de PDF, et de la recherche sur le web. Tous les modèles ne sont pas capables en fait de faire de la recherche sur le web. Vous avez ensuite Gemini, donc ex-Bard de Google, lancé un petit peu dans la panique face à la montée de ChatGPT. C'est le dernier modèle propriétaire de Google, c'est le plus équilibré aussi dans sa version gratuite. Gemini permet de façon satisfaisante d'avoir des réponses à un petit peu tout et n'importe quoi. Les usages pro en fait sont intégrés dans Google Cloud via Google Workspace. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons que vous payez à la tâche. Et ça va être plutôt soit pour de grandes entreprises, soit pour des entreprises qui sont très spécialisées. L'intérêt se défend en fait là encore en fonction de votre besoin et de la façon dont vous intégreriez ce modèle dans l'entreprise. Là encore, ce sont des données qui sont stockées aux États-Unis et ça dépend directement de Google. J'insiste, si vous avez une démarche de RSE au sein de votre entreprise, il y a certains modèles à ne pas utiliser. Ça peut paraître évident et en même temps, pas forcément. Donc,
Idem hein, pour le modèle de Gemini, la génération d'images actuellement, il ne le fait pas encore, tout comme Mistral. Donc Mistral qui est un modèle français, qui présente une offre pro d'API tout à fait abordable. Et cette offre pro d'API a aussi une version gratuite d'exploration. Donc vous pourriez en fait avoir une clé d'API gratuite, en étant limité, là encore sans trop rentrer dans le détail, mais vous pourriez tester les capacités réelles d'un modèle d'intelligence artificielle branché par exemple directement sur votre site internet, directement sur votre CRM, bref, grâce à l'offre gratuite d'exploration de Mistral. Bon, tout ce que vous allez renseigner par le biais de cette offre gratuite sera propriété de Mistral. Et en même temps, en fonction de votre activité, si vous avez envie de découvrir le modèle, ses capacités, sa puissance, ce n'est pas nécessairement gênant. Dans notre cas, par exemple, on va s'adresser presque exclusivement à des entreprises artisanales. Bon, la façon dont ils vont avoir tendance à gérer tel ou tel aspect de leur communication n'est pas soumis au copyright. Ça, pour nos publics, en tout cas, ça ne les dérangera pas. En point négatif, par contre, Microsoft est désormais actionnaire de Mistral, et donc Mistral n'est plus une intelligence artificielle exclusivement française, ni européenne. Cocorico, malheureusement, ça n'aura pas lieu. C'est dommage, mais bon, le retard vis-à-vis du développement des IA en Europe a fait que les intelligences artificielles européennes actuelles sont en train d'être investies par les entreprises états-uniennes. Et enfin, pour ce qui est des modèles de génération de texte, on va rester un petit peu là-dessus. Vous avez Claude. Donc Claude qui, pour le coup, n'est plus capable là de faire de la recherche directement sur Internet, ce qui était le cas de tous les modèles précédents. Pas capable non plus de faire de la génération d'images. C'est celui qui est le plus puissant sur certains usages. C'est aussi celui qui propose 3 modèles dans un seul outil. Donc vous pouvez choisir en fonction de votre besoin le modèle que vous choisissez d'utiliser. Les modèles allant du plus léger au plus lourd, du plus générique au plus spécialisé. C'est probablement le modèle de génération de la liste le plus puissant. Et en même temps, il est beaucoup plus limité en étant plus spécialisé. Là encore, c'est des données qui sont stockées aux États-Unis et c'est financé par Amazon et Google. Pour ce qui est de la génération d'images, je vais vous en présenter 2. Le premier, disons que ça va être le plus accessible, le plus grand public, c'est DALL-E, c'est celui qui est utilisé par ChatGPT pour sa génération d'images, c'est celui qui utilise Copilot, c'est celui qui est utilisé par beaucoup de modèles actuellement. Donc c'est un algorithme de diffusion, un algorithme qui va permettre en fait de créer de l'image à partir de pixels récoltés un petit peu à gauche à droite. C'est grand public, c'est accessible facilement, gratuitement. Ça permet de tester un petit peu les capacités de génération d'images d'un modèle, somme toute, assez basique mais efficace. C'est intégré à ChatGPT à Microsoft et c'est en français, ce qui n'est pas le cas de tous les modèles. En tout cas, vous pouvez demander à certains modèles de passer en français, mais la traduction ne sera pas nécessairement la plus efficace. Par contre, en termes de qualité, c'est assez limité. Pour celles et ceux qui auraient éventuellement essayé d'obtenir un résultat précis avec DALL-E, on se comprendra. Et vous avez aussi le fait que vos créations sont libres de droit en version gratuite. Donc, je parlais un tout petit peu de RGPD tout à l'heure aussi, mais là encore, à partir du moment où c'est gratuit, vous l'avez probablement déjà entendu, c'est vous le produit. Donc, si votre activité est sensible au plagiat, sensible à la concurrence, si vous avez des contenus copyrightés, ne mettez rien dans des modèles gratuits. Et l'autre entreprise actuellement donc, qui domine le secteur, en tout cas pour les usages métiers, ça va être Midjourney. Midjourney, donc entreprise créée en 2022, qui est un modèle très puissant qui permet de personnaliser des images de façon très poussée et qui est un outil très complet. Très complet, donc aussi assez complexe. Mais très honnêtement, si par exemple vous faites du graphisme, si vous avez besoin d'un résultat qui soit d'une qualité supérieure, vous n'allez pas aller vers DALL-E, vous allez aller plutôt vers Midjourney. Le modèle est payant, c'est normal, et le modèle est en anglais, donc pas possible de le passer en français, en tout cas pour le moment. Et disons que vous avez aussi Adobe qui récemment a lancé Adobe Firefly, qui peut permettre de gagner en productivité, qui a un haut niveau de personnalisation, qui est intégré à la suite Adobe, qui permet de faire de la création et de la retouche de photos
une version gratuite qui est satisfaisante. Là encore, tout ce qui touche à la version gratuite, en fait, devient propriété d'Adobe. N'hésitez jamais à lire les petites lignes des contrats quand vous signez quand vous acceptez d'utiliser un modèle. Et disons qu'il y a une qualité quand même qui est assez variable des créations et que les créations donc, seront libres de droit en version gratuite. Donc voilà un petit peu pour ce tour d'horizon rapide des principaux outils. J'aurais pu en parler d'autres, comme par exemple Perplexity, mais c'était pour une autre occasion. Les usages que vous allez avoir avec ce genre de modèle vont être doubles. Vous allez avoir des usages génériques, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, et des usages techniques. Un usage générique, ça va être donc l'usage d'une intelligence artificielle générative pour la création de contenu, de stratégies de communication, de la création d'images. Mais aussi, par exemple, pour mettre en place des agents conversationnels et améliorer l'expérience de vos utilisateurs. Et d'expérience technique, ce serait plutôt, par exemple, de l'apprentissage automatique et des systèmes de RP, ou de la connexion entre de l'Internet des objets et votre système ERP, votre système de gestion. Donc voilà un petit peu les deux grandes catégories d'usage que vous pouvez espérer aujourd'hui avec des modèles d'IA. Je vous propose de commencer donc par les usages génériques. Donc on peut prendre le cas par exemple d'une écriture d'article. Donc j'ai pris un article d'une entreprise en demandant en fait à un modèle qui ici devait être normalement copilote, de proposer un article connexe. Donc n'ayez pas peur pour la suite. L'idée c'est pas de lire le détail, c'est de voir un petit peu les grandes lignes. Au niveau de la structure de l'article qui a été proposé par le modèle à la suite de cette question, on voit que l'IA commence par parler des matériaux écologiques, choix judicieux pour l'avenir, ensuite d'enchaîner sur une question, c'est un matériau durable, pourquoi choisir des matériaux écologiques, comment choisir les bons matériaux, et on termine directement sur un appel à l'action avec la proposition de contacter directement l'entreprise. C'est une excellente structure d'article, de blog pour un site internet vitrine. Ce qui était le cas donc, de l'entreprise considérée jusqu'ici. Vous avez aussi comme usage des chatbots, des agents conversationnels, qui permet de répondre à des questions simples et répétitives, c'est rapide et efficace, ça permet d'améliorer l'expérience client, vous ne perdez pas autant votre client, vous ne le laissez pas frustré à chercher une information qui ne vient pas. En quelques secondes, il a sa réponse. Très efficace, notamment pour des sites de e-commerce. Et il vaut mieux privilégier des solutions payantes hébergées dans l'Union européenne. Donc les deux qui sont recommandées en bas sont celles qui sont mises en avant par le réseau France Num. Ensuite, j'ai poussé un petit peu le concept pour émuler une discussion entre un chatbot à partir de l'article de l'entreprise qui avait été présenté auparavant et un utilisateur. Et là encore, l'idée, c'est pas tellement de lire le détail, c'est de voir qu'au niveau du déroulé, le chatbot va répondre à des questions générales, va donner de l'information utile à la personne, par exemple en lui parlant de ce que sont les coefficients UD et UW, informations qui sont donc présentes sur le site internet de l'artisan. Et à la fin, en fait, il va lui proposer donc de continuer à développer la discussion. C'était pas cette version-là que j'avais. Et vous pouviez même en fait rajouter directement des liens dans la conversation pour envoyer vers tel ou tel produit proposé par l'entreprise. Donc l'IA, ça sert aussi à faire de la synthèse de documents. Imaginons qu'on ait par exemple un document comme ici de 54 pages qui parle de la cybercriminalité en France en 2024. Vous n'avez pas nécessairement envie de tout lire, ni le temps de tout lire. Vous pouvez synthétiser l'essentiel en quelques secondes, en demandant par exemple une synthèse courte point par point du document suivant. Et là encore, l'idée, ça ne va pas être de lire les grandes lignes, mais de comparer un petit peu la structure. Ici, vous avez deux résultats entre Copilot et ChatGPT. Donc vous voyez le ChatGPT qui va faire du texte, qui va en fait développer sa synthèse, et de l'autre côté, Copilot qui va être beaucoup plus synthétique, insister sur des chiffres. Et ça vous a pris 3, 4, allez, 10 secondes avec le temps d'écrire la requête, et vous avez les grandes lignes d'un document de 54 pages. Qui est tout à fait cohérent d'ailleurs, pour l'avoir lu, c'est satisfaisant par rapport au temps passé pour obtenir la réponse. Vous pouvez aussi exploiter le contenu. Imaginons après en fait avoir eu ce résultat que vous aimeriez savoir un petit peu comment vous protéger d'une cyberattaque. Vous pouvez demander en fait à partir du résultat antérieur de vous proposer un plan d'action, de réaction face à un risque cyber.
Et donc vous limitez la portée de la réponse proposée aux réponses antérieures. Ce qui est aussi une bonne façon en fait de ne pas avoir des réponses trop génériques avec un modèle par exemple gratuit. Et pour vous donner un exemple, alors c'est la version très très light de ce qui a été proposé, mais là encore c'est tout à fait cohérent. En cas d'attaque cyber, une entreprise doit alerter son support informatique, isoler le système attaqué, déclarer l'incident, notifier la CNIL, ne pas payer de rançon, retenir les leçons de l'attaque. C'est les très très grandes lignes, mais en n'étant pas professionnel sur le sujet, en ayant fait une recherche qui au final nous aura pris 2 minutes, qui nous permet éventuellement de voir un petit peu ce qui reste à améliorer au sein de l'entreprise, avec éventuellement une prise de conscience, extrêmement efficace. Enfin, pour les usages techniques, donc, avec l'intelligence artificielle, on peut donc optimiser son logiciel de gestion, on peut améliorer de la prise de décision, on peut avoir une efficacité opérationnelle accrue, en théorie. On peut aussi faire une connexion entre l'Internet des objets et son logiciel de gestion. J'ai parlé du fait tout à l'heure de suivre un petit peu en temps réel quels sont les stocks d'une entreprise qui, par exemple, fait de la vente en ligne. Ça peut servir à ça. Et enfin, l'intelligence artificielle peut aussi permettre d'identifier des fiches produits en double, peut permettre d'identifier des éléments manquants, traiter des doublons. Ça, ce sont des usages techniques qui sont aussi intéressants à faire avec de l'IA. Par contre, les points négatifs, c'est qu'il peut y avoir en fait des problèmes dans la qualité des données utilisées pour ces usages techniques-là. Vous pouvez par exemple avoir des incohérences des données produites. J'ai parlé au début du fait que votre fournisseur peut, lui, ne pas être à jour, peut avoir des erreurs dans sa base de données. Si votre IA s'appuie sur les données fournisseurs pour, en temps réel, améliorer en fait un petit peu le suivi de la disponibilité des stocks au sein de votre entreprise, vous allez avoir des incohérences. Peut-être qu'un produit sera marqué comme étant disponible alors qu'il ne l'est pas. Un client va l'acheter, ne va pas le recevoir. Il y a un risque en fait de frustration assez élevé parce que les données produits sont incomplètes, parce qu'il y a de la duplication, parce que vos fournisseurs n'ont pas une bonne qualité de données. Et donc ça peut générer aussi des problèmes en fait beaucoup plus que d'avantages. Parlant d'avantages, en fait, l'IA donc peut vous permettre d'avoir un avantage concurrentiel certain en améliorant votre compétitivité, en améliorant votre prise de décision. On a vu déjà un petit peu tout au long de cette présentation comment ça peut se présenter. Ça peut permettre d'automatiser des tâches répétitives, améliorer le service client et éventuellement analyser les tendances. Bien entendu, plutôt avec des outils un peu spécialisés, mais on fait dans les grandes lignes. Donc, pour commencer à conclure, je vais vous présenter un petit peu la façon dont c'est en train d'évoluer actuellement. On va en fait vers une possible uniformisation des usages de l'intelligence artificielle. On l'a vu déjà un petit peu tout au long de la présentation. Une uniformisation des usages en fait qui peut poser problème. Le fait que tout le monde, par exemple, pose des questions à ChatGPT, le fait que tout le monde utilise le même modèle, le fait que tout le monde adopte la même façon de penser simplifiée en se contentant de ne faire que quelques questions basiques pour se contenter de réponses génériques, ça va poser des problèmes. Ça va déjà en fait poser des problèmes vis-à-vis de la distorsion de l'information, sachant qu'aujourd'hui en fait tous les modèles d'intelligence artificielle appliquent ce qu'on appelle des biais cognitifs, donc ils vont être des distorsions systématiques dans la manière dont est traitée l'information. Les modèles d'IA sont en gros des algorithmes qui sont créés par des ingénieurs dans la Silicon Valley, donc par des États-Unis, généralement des hommes, qui ont leur façon de penser, qui vont en fait répliquer leur façon de vivre. Ça oriente les résultats des réponses. Vous avez, afin de vous en rendre plus clairement compte, un site internet qui s'appelle LangIA, donc du ministère de l'Éducation de mémoire, qui permet de comparer en fait les résultats entre les différents modèles du point de vue francophone. Il est important de toujours relire les résultats qu'on obtient. Parce que tous les résultats sont subjectifs. Et pour ce qui est de la petite image, vous avez en fait, donc au début, l'un des mèmes les plus connus qui avait démarré en 2021 avec Will Smith en train de manger des pâtes. Et aujourd'hui, vous avez ce qui est en train d'être fait actuellement par des modèles d'IA. Donc ça va à une vitesse importante. Donc l'idée en fait, ça va être de penser à la cohérence de votre action et à votre image de marque. Vous voulez intégrer de l'intelligence artificielle, très bonne idée.
Mais avant toute chose, il faut se poser la question de pourquoi vous faites le choix de l'intelligence artificielle. Il faut aussi se poser de la question de vos besoins d'IA. Comment vous allez mesurer les répercussions positives et comment est-ce que vous allez atténuer le reste. Un usage d'intelligence artificielle doit être crédible, légitime et justifié. Si ce n'est pas le cas, vous allez automatiquement avoir des gens qui viendront vers vous par la suite pour vous dire ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Vous allez avoir des gens qui vont vous pointer du doigt, vous allez avoir des gens en fait qui vont insister sur de mauvaises pratiques, de mauvais usages de l'intelligence artificielle au sein de votre entreprise. Ça peut affecter l'image de votre entreprise. Ça peut affecter votre image de marque. J'ai parlé un petit peu de RSE tout à l'heure, c'est pas pour rien. En gros, c'est en étant transparent sur vos usages de l'intelligence artificielle que vous arriverez en fait à gérer votre image de marque. Sachant qu'en plus avec l'IA Act, l'usage d'IA, par exemple pour de la création de contenu, est en train de devenir obligatoire. Il est important d'anticiper dès le départ, si vous vous lancez dans cette direction-là, comment vous allez communiquer là-dessus et comment éventuellement vous auriez besoin de vous faire accompagner. Donc je passe très rapidement là-dessus et je conclus, mais on pourrait se poser la question d'usage éthique de l'intelligence artificielle, c'est un débat. Mais en gros, ça reprend certains points en fait, de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Il faut donc se poser la question des compétences au sein de l'entreprise. Comment est-ce qu'on va acculturer à l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise? Il faut qualifier la pertinence de l'usage d'un outil d'intelligence artificielle pour son besoin. Il faut aussi donc penser à optimiser la gestion des données et sa démarche d'amélioration continue. Là, on n'est plus uniquement, bien entendu, dans le fait d'utiliser un ChatGPT en version gratuite. Et en même temps, ça peut aller avec. Il faut aussi donc se poser la question de l'optimisation des performances du modèle utilisé, question de l'amélioration continue. Il faut aussi voir donc comment on améliore les impacts des équipements nécessaires pour faire tourner de l'IA. Comment est-ce qu'on pourrait optimiser les choses aussi. Et il faut mesurer son impact environnemental et mettre en place une gouvernance de l'IA dans l'entreprise. Sur le point de la gouvernance de l'IA dans l'entreprise, si vous n'avez pas en fait, même si vous n'êtes que 3, 4, 5 salariés, si vous n'avez pas en fait une ligne directrice claire sur qui fait quoi avec l'IA au sein de l'entreprise, vous risquez d'avoir des cas en fait d'usage débridé, on va dire, d'IA en plein cœur de l'entreprise, et c'est là où on peut avoir des problèmes de gestion de la confidentialité des données. Et donc tout ça, en fait, c'est ce qui est en train d'alimenter la naissance d'un nouvel ISO sur une intelligence artificielle éthique. Enfin, pour conclure, donc, l'IA peut représenter des avantages compétitifs. Elle peut aussi permettre de fluidifier les échanges avec les clients. Et c'est en train de faire évoluer le rôle de l'humain sans le supprimer. Il faudra toujours un humain pour valider en fait une décision à la fin. Il faudra toujours un humain avec ses connaissances, son expérience pour vérifier que ce qui est proposé par le modèle est cohérent. Et donc, c'est en train de s'installer comme des assistants virtuels, comme des compagnons en fait professionnels, et non pas pour du remplaçage définitif. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous propose que si vous avez des questions, on prenne 5 minutes et on termine cette présentation. Est-ce que quelqu'un en a une? Ah. Oui, bonjour. Juste au niveau de Mistral, le stockage des données, il est où du coup? Merci. Mistral, normalement, a la majorité de ses serveurs en France, mais pas la totalité, surtout avec Microsoft actionnaire, en fait. Voilà. Donc, c'est la solution, a priori, à privilégier en fonction de l'identité de votre entreprise, de ses valeurs, de sa stratégie. Tout dépend en fait un petit peu ce que vous recherchez. Alors après, bien entendu, plus vous allez en fait rentrer dans des modèles professionnels, dans des tarifications spécifiques, plus vous aurez de la protection pour la gestion de vos données, bien entendu. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ouais, déjà, je m'excuse pour mon français. Mais en fait, pour tout ce qui est blog et utilisation de AI ou de IA sur les sites internet, est-ce que comment ça interagit avec
des SEO, SEO, je ne sais pas comment dire en français. En ce moment, est-ce que ça devient un problème comme ils pensaient avant ou voilà, juste en termes de ça. Alors, effectivement, par rapport au référencement et à l'emploi de plus en plus massif de textes générés par de l'IA, la position actuelle de Google vis-à-vis de ça, c'est que tant qu'il y a du contenu de qualité qui génère de l'engagement, il n'y a pas de bashing, il n'y a pas de refus. Ça ne veut pas dire que ça ne changera pas dans les mois qui viennent. Là, disons que ce que je vous ai présenté aujourd'hui est actuel aujourd'hui. Les choses évoluent assez vite. Il se peut que Google retourne sa veste et refuse tous les contenus générés par intelligence artificielle. Bon, après, vous avez des petits outils d'IA assez efficaces qui permettent d'humaniser votre texte. Si vous mettez humanizer.ai dans un moteur de recherche, vous en trouverez plein. Mais actuellement, en fait, le fait d'utiliser du texte, surtout s'il est bien écrit, ne va pas vous pénaliser en termes de SEO. Mais il faut quand même que ça génère de l'engagement. Il faut que ce soit du texte qui soit intéressant. Il faut que vous soyez posé la question en fait, de vos personas, des centres d'intérêt, des freins, des moteurs, des motivations en fait, de vos cibles marketing, afin d'orienter le modèle qui va générer votre texte dans une direction qui donne envie aux gens de vous lire. Voilà. Merci. Il y avait peut-être une dernière question ici. Ouais. Oui, bonjour. Les entreprises ont également la possibilité de personnaliser des modèles d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que beaucoup d'entreprises pourront le faire et auront des modèles qui tourneront éventuellement sur leur propre serveur en interne pour justement respecter le RGPD et éviter d'avoir des données à sortir de l'Union européenne et à être hébergées aux États-Unis? Je vous remercie. Alors, effectivement, de plus en plus d'entreprises vont se tourner vers des modèles qui leur permettront d'avoir des réponses basées sur leurs propres données. C'est pour ça que j'ai insisté aussi tout au long de la présentation. Le fait d'utiliser ChatGPT en version générique, même en version professionnelle, si vous n'entraînez pas un modèle sur vos propres données, vous aurez des résultats génériques qui ne correspondent pas forcément à vos publics, à vos attentes. Il n'y a pas de suivi client, il n'y a pas d'historique en fait. Donc effectivement, il vaut mieux aller vers un modèle qui soit personnalisé, pas forcément entraîné à partir de rien, parce que le machine learning c'est long, c'est compliqué, ça va demander des compétences en interne et ça mettra un modèle à partir de rien pour le personnaliser réellement. Vous achetez une carte graphique, vous achetez une tour, vous installez Llama 3, ça va prendre à peu près 6 mois. Voilà, donc il faut quand même pendant 6 mois payer quelqu'un pour développer le modèle, pour le personnaliser. Et en même temps, vous avez possibilité aussi par le biais d'API et de tarification professionnelle personnalisée, d'utiliser Mistral, d'utiliser Claude, d'utiliser n'importe quel autre modèle, afin d'entraîner un modèle sur vos données. Et là, le modèle est déjà tout prêt et va s'adapter au fur et à mesure. Il vaut mieux effectivement faire ça pour avoir des résultats qui soient réellement efficaces pour l'entreprise. Et au bout d'un moment, on suppose effectivement que plus ça va aller, moins ce sera cher, plus ce sera accessible pour tout le monde. On pourrait parler rapidement du paradoxe de Jevons. Plus vous améliorez la consommation électrique, plus vous augmentez sa consommation. Ça va être la même chose avec les intelligences artificielles. Plus elles vont être efficaces, moins elles coûteront cher, plus elles seront répandues, plus de monde en fait s'en servira. Voilà. Et au fur et à mesure, on peut espérer avoir des intelligences artificielles 100% européennes, en conformité avec les RGPD, qui seront accessibles à des entreprises françaises. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vous propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention. Et je vous souhaite une bonne journée.